Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour. Depuis quelques semaines, une situation se développe au niveau du Champ de Mars, on va dire au centre-ville de Port-au-Prince. Des jeunes, se réclamant des universitaires sans emploi, occupent l'espace du Champ de Mars pour revendiquer, pour réclamer leur intégration dans la fonction publique. Cette situation, presque tous les jours, crée un embouteillage monstre au centre-ville et depuis ces derniers jours, la police intervient à travers ces unités spécialisées pour un petit peu calmer la tension au Champ de Mars, ce qui n'est pas profitable aux usagers de cette zone. Ce matin, pour parler insertion professionnelle avec un coup d'œil particulier sur cette situation au Champ de Mars, le professeur, éducateur, formateur Guy-Serge Pompilus est avec nous ce matin. Guy-Serge, bonjour. Bonjour Luckner et bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Radio Télémétropole. Quand on porte un nom comme Pompilus, ça donne du fil à retordre. on se rappelle de ton papa et Pradel et qu'on salue ce matin. Guy-Serge, on ne va pas tourner autour du pot. La situation, je l'ai présentée, au Champ de Mars, tous les jours, il y a, avant c'était une dizaine. Aujourd'hui, le chiffre tend à augmenter. Des jeunes qui veulent intégrer la fonction publique, qui réclament du boulot. Comment est-ce que, on vous connaît pour votre engagement en faveur de la jeunesse, comment est-ce que vous appréciez cette situation au Champ de Mars? Bon, tout d'abord, je dois dire qu'il faut prendre cette situation comme un thermomètre et savoir que c'est un symptôme d'un dysfonctionnement social, mais également éducatif et universitaire. Et donc, il ne faut pas casser le thermomètre et il ne faut pas non plus tirer sur le messager. Parce que quelque part, je vais peut-être annoncer de mauvaises nouvelles. C'est que on assiste là, je dirais, à une réplique du tremblement de terre de 2010. Ce n'est que la continuation de la réplique sociale du tremblement de terre de 2010. C'est-à-dire, dans une ville qui a quasiment 2 millions d'habitants, avec des jeunes qui se sont débrouillés pour aller dans des filières le plus souvent littéraires, ouais. Sciences humaines, ethnologie, etc. Et qui probablement n'ont pas été directement formés pour un emploi. Et eux ont besoin de travailler, eux ont besoin de vivre. Et c'est également l'indicateur que malheureusement l'État ne peut pas tout absorber. D'ailleurs, dans aucun pays, la fonction publique n'est la destination évidente de ceux qui ont été formés. C'est vrai qu'il y a été une époque bénie où on sortait de l'université. À ce moment, il y avait des promotions de 20 étudiants et qu'on rentrait dans différents éléments de la fonction publique. Mais les règles du jeu ont changé, premier élément, puisqu'il est bien dit que la fonction publique recrute sur concours. Très bien. Nous avons dérivé. C'est vrai qu'il y a eu une recommandation, etc. Donc, c'est déjà quelque chose qui a changé. Et recrute sur concours, récemment, au mois de septembre 2017, il y a eu un concours organisé par l'OMRH qui a vu présenter plus de 2000 dossiers pour 50 postes. Donc, voilà déjà un premier élément. Deuxième élément où il faut garder raison, seuls 2,6% des 20-24 ans vont à l'université. Donc, ceci représente qu'une fraction de la jeunesse demandeuse d'emploi. Troisième élément, c'est que ces étudiants disent qu'ils ont droit au travail. Oui.
Et c'est à ce titre qu'il occupe l'espace du Champ de Mars tous les jours. C'est vrai que c'est un droit, mais c'est un droit très particulier pour lequel l'État a des obligations de moyens, pas des obligations de résultats. Il n'est écrit nulle part que l'État doit être le fournisseur principal de travail. Donc, à ce moment-là, par contre, il faut mettre en place des dispositifs permettant justement d'accéder au marché du travail. On va aborder les causes profondes de cette situation, mais maintenant, si on veut rester sur le fait, est-ce qu'on doit comprendre que ce mouvement, vous l'avez présenté comme un thermomètre, ça veut dire c'est un signe que ça va mal, mais est-ce qu'il est justifié, ce mouvement, comme on le vit actuellement? Écoute, c'est le revers de la médaille du Chili. Certains choisissent de prendre l'avion pour aller au Chili, d'autres choisissent de se battre et d'obtenir un emploi sur place. Deuxièmement, n'oublie pas qu'ils sont issus, ce que j'appelle, du secteur des sciences humaines. En général, ce sont les étudiants les plus sensibles aux mouvements sociaux. Ce sont les étudiants les plus sensibles au changement. D'ailleurs, je suppose que certains d'entre eux ont été les fers de lance d'autres mouvements étudiants et ont utilisé maintenant les habiletés acquises pour maintenant revendiquer un travail. Donc, en d'autres termes, ça met à nu également, parce que là-dedans également, je n'ai pas encore regardé qui ils étaient. Je suis sûr que la moitié d'entre eux n'ont pas encore leur licence, parce qu'ils ont fini les cycles d'études et probablement n'ont pas pu présenter leur mémoire de sortie, qui est encore un autre dysfonctionnement que nous avons dans notre système. Donc, c'est l'absence également d'accompagnement. Je suis sûr qu'un étudiant pareil qui trouverait une bourse de préparation de son mémoire serait satisfait et pourrait maintenant attendre d'aller un peu plus loin. Donc, vous voyez, ces étudiants nous disent que ça va mal à différents niveaux. Ça va mal au plan social, ça va mal au plan financier, ça va mal au plan économique et ça va mal au plan académique. Parce que c'est un thermomètre et que ça lance un signal, comment est-ce que les autorités devraient se comporter face à cette situation? Écoute, comme dans tout signal, si on l'interprète mal, le mal risque d'empirer. Je pense qu'avant tout, comme je vous disais, au ministère des Affaires sociales et du Travail, il y a une direction de la main-d'œuvre. Donc, il y a une entité qui peut dialoguer. Il y a également l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire, quelles sont leurs compétences. Par exemple, leur demander de remettre un CV et que ce CV peut être analysé. Parce qu'en plus, souvent on dit que l'État haïtien est pléthorique. Ce n'est pas vrai. L'État haïtien a peut-être une mauvaise répartition des compétences. D'ailleurs, le coordonnateur de l'OMRH l'a dit récemment, l'État est sous-administré, le pays est sous-administré. Donc, on a déjà, donc, voilà des débouchés qui pourraient exister. Deuxièmement, le président de la République lui-même avait noté le nombre de gens qui devraient partir à la retraite et pour lesquels on devrait pouvoir assurer une relève. Donc, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Mais toujours en matière d'emploi, il y a toujours un décalage entre offre et demande. Et puis, il y a un partenaire qu'on n'a pas, le secteur privé. L'emploi, c'est généré par la croissance. C'est généré par les demandes du secteur privé. Donc là aussi, il faudrait regarder quels sont les emplois qui sont satisfaits, quels sont les emplois qui ne sont pas satisfaits. Donc pour répondre aux exigences de ces jeunes, il faut d'abord qu'ils soient entendus. C'est une première mesure. Maintenant, ce qui se développe au Champ de Mars, c'est des scènes de répression. La police qui arrive avec son camion acidulé et qui essaie de faire disperser ces jeunes étudiants. Est-ce que c'est la bonne formule? Vers quoi devrait-on aller? Écoute, je dirais que c'est la formule policière, c'est la formule du maintien de l'ordre. Parce que, comme vous le disiez au début de l'entretien, la circulation est perturbée. L'espace Champ de Mars étant occupé, on ressent des problèmes de circulation dans tous les quartiers de la ville. Voilà, donc il y a quand même un effet sur l'occupation de la voie publique. Maintenant, on peut dégager de la voie publique de deux façons.
soit cette méthode en disant je vous ordonne de dégager et je prends des mesures, sauf que des étudiants, il y en a des étudiants en situation difficile. Il y en a aujourd'hui, ils étaient peut-être 10 pour commencer. Maintenant, ça peut augmenter. Et ça augmente. Donc, il faut déminer. Il faut déminer en s'asseyant avec eux à différents niveaux, différents interlocuteurs. Comme je vous dis, une fois qu'ils seront catégorisés, on peut les orienter. Car les municipalités ont besoin de bras. La fonction publique territoriale n'est pas organisée. Au niveau central, on a besoin... Il y a une absence de données sur ce pays. En même temps, il y a beaucoup d'études, mais en même temps, il n'y a pas de données à jour. Par exemple, on parle du cadastre, on parle du CFPB. Quels sont les foyers qui doivent payer? Où se trouvent ces éléments-là? Donc, il y a tout un champ qui pourrait les utiliser comme enquêteurs, comme accompagnateurs, comme formateurs. Donc, c'est la réaction de répondre, de matcher demande et offre à ce moment-là. Il y a aussi un problème qu'on va poser un peu plus tard dans l'émission, c'est le problème d'orientation. Et est-ce que ces jeunes, ils ont étudié dans un domaine où ils peuvent vraiment être utiles? On va voir ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, certains pourraient vous dire que l'État ne peut pas céder au chantage. Maintenant, si aujourd'hui l'État accepte de s'asseoir avec ce groupe, peut-être que dans 3 semaines, un autre groupe va émerger et l'État va être obligé tout le temps de répondre aux exigences des... Oui, mais en s'asseyant avec ce groupe, on a l'occasion d'élaborer des dispositifs. Et des dispositifs sont en cours d'élaboration. Très bien. Je sais qu'au niveau de la DGI, que la DGI se prépare à recruter un certain nombre d'accompagnateurs fiscaux. Le ministère des Finances, différents secteurs ont des plans afin de pouvoir embaucher des jeunes capables d'améliorer la connaissance de l'espace fiscal, de l'espace économique, de l'espace patrimonial. Donc, les opportunités existent. Donc, pourquoi attendre justement que la pression monte avant de lancer un concours? Et je suis persuadé que ces jeunes, s'ils sont reçus, si on leur parle, on leur demande un CV, on leur donne un certain nombre de délais, en disant que d'ici là, vous allez devoir présenter votre dossier, vous allez passer un test, vous allez participer à un concours qui va vous déboucher sur cela. Maintenant, comme vous disiez, est-ce qu'ils ont les compétences qu'on recherche? Comme je vous dis, ce qui m'avait frappé au niveau du concours avec l'OMRH, c'était que certains avaient apporté leur dossier, mais n'avaient pas encore eu leur licence, puisque le mémoire n'était pas prêt. Donc, il y a un certain nombre d'habiletés, parce que là aussi, c'est également les déficits de nos formations universitaires. De plus en plus, on met en évidence qu'au cours de la formation professionnelle, la recherche d'emploi est une habilité qu'il faut enseigner. Faire un CV qui tienne la route, faire une lettre de motivation, etc. Ce sont des choses sur lesquelles il faut mettre l'accent. Et puis maintenant, il y a malheureusement, c'est facile d'aller en droit. Je n'ai rien contre le droit, contre une discipline intellectuelle. Mais le nombre de gens qui sont en droit, à mon avis, ce pays compte entre 15 et 20 000 étudiants en droit. Y a-t-il autant d'espace pour les professions du droit? Ce pays compte je ne sais combien d'étudiants en sciences humaines, en communication, etc. Or, je vous lance le défi, trouvez un bon plombier, trouvez un spécialiste d'énergie capable de vous poser un panneau solaire et de vous mettre en place un dispositif. Donc, il y a également des déficits, justement, entre offre et demande. Et c'est le problème central. Parce que, malheureusement, il y a un autre chiffre qu'on oublie. L'âge médian de la population est de 22 ans, 6 années. Ce qui veut dire que la moitié de la population a moins de 21 ans. Et ça, c'est une richesse, mais c'est également une menace permanente. Chaque année, au baccalauréat, bon an, mal an, il y a 30 000, 35 000 gosses qui ont leur baccalauréat. Pour un maximum de 6 000 places à l'enseignement supérieur,
privé, public confondu, extérieur, intérieur. Donc chaque année, j'ai à peu près 25 000 jeunes sur le carreau qui attendent et qui vont dans des formations, des pseudo-formations. On va vous apprendre Word, on va vous apprendre Excel. Excel 6, Excel 7. Dès que ça changera, ce sera autre chose. Et ces formations ne débouchent pas sur l'emploi. Donc, il y a ce besoin de formation, il y a cette faiblesse aussi du pays de pouvoir recevoir ces jeunes qui veulent de la formation. C'est à la fois recevoir des jeunes qui veulent de la formation, mais surtout cibler les bonnes formations. C'est-à-dire, et là, on a besoin de politiques incitatives. C'est-à-dire, c'est là qu'il faut déclencher des politiques. Si tu vas faire de la plomberie, je suis capable de te soutenir financièrement pendant 6 mois, pendant 1 an. Si tu viens faire tel et tel élément, si tu vas vers telle filière, il n'y a pas de soutien. D'où la nécessité maintenant et qu'il y ait, je ne sais pas si c'est un programme d'orientation. Parce que là, ici en Haïti, on fait ce qu'on peut. On a fini avec l'école classique. On attend que les parents puissent vous envoyer à l'université et on va où les parents peuvent bien vous envoyer. Si c'est un cours de Word, comme vous avez dit, qu'il faut prendre, on y va. Et s'il faut tenter sa chance à la faculté des technologies, on le fait. Mais on ne va pas vers ce qu'on peut faire vraiment ou ce pourquoi on a la petite... Malheureusement, ça fait partie de nos dégradations. Il a existé dans ce pays un centre d'orientation psychotechnique. Et ceux qui sont sortis dans les années 70-80, certains sont passés par là. Il a même existé avec l'armée d'Haïti un centre également d'orientation. C'est-à-dire que les problématiques d'orientation se sont effacées du système. Mais elles ont existé. Et la question de l'orientation ne se joue pas seulement après le baccalauréat. C'est quelque chose qu'il faut avoir tout le long de l'école, y compris de l'école fondamentale. Les plans initiaux de l'école fondamentale prévoyaient un 3e cycle à orientation technique pré-professionnelle et un 3e cycle général. Le 3e cycle général a été mis en place. Dans la réforme du secondaire que le ministère de l'Éducation nationale a entrepris, il y avait également les filières technologiques. On a mis en place les filières générales. En d'autres termes, on n'a pas arrêté de jeter de l'huile sur le feu, puisque on fait rentrer de plus en plus de jeunes dans des filières où il n'y aura pas de débouchés. Mais en plus maintenant, et heureusement, il y a également des stratégies de faciliter l'accès, la création d'entreprises. Mais là aussi, ce sont des balbutiements. Et pire pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'études qui évaluent les solutions. Alors souvent, on recommence des solutions qui n'ont pas porté des fruits en Haïti ou ailleurs. Parce que l'autre beauté de la chose, c'est que nous sommes membres de pas mal d'instances internationales, à savoir ne serait-ce que la CARICOM. Or, la CARICOM, en 2010, a pris une résolution de mise d'accent sur les questions d'employabilité des jeunes. Et il y a tout un certain nombre de centres, notamment à l'Université de West Indies, qui s'occupent de ce genre de questions. Donc, des indicateurs, on en a. Des pistes, on en a. Comment les exploiter, c'est ce qui fait défaut. Bon, là également, c'est toujours cette question du dialogue. La question n'est pas, encore une fois, une question du secteur public simplement. Les questions d'emploi mettent en place le public, le privé, la société civile, premièrement. Mais à condition que le public crée l'environnement favorable. Le public a un rôle, le public a un rôle, c'est de créer l'environnement, c'est de créer les règles du jeu, et y compris de financer certains accompagnements. C'est ça. Mais le privé doit également jouer le jeu. Et peut-être sur incitation, ouvrir la porte à des jeunes ou à des nouvelles spécialités. Faire participer à de la prévoyance. Au lieu d'avoir un Philippin ou un Dominicain sur les postes intermédiaires, dire que dans 2 ans, dans 3 ans, je suis prêt à faire monter à bord des jeunes ayant telle et telle qualification. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un cadeau. La personne qui vous emploie attend,
maintenant quand même un certain travail. Il faut attendre être la qualifié. productivité. Donc il faut être qualifié. Très bien. Guy-Serge Pompilus, on va marquer une pause et au retour, on va toucher vraiment l'insertion professionnelle. Ça passe par quoi? Bon, bien sûr, on en parle, mais on va entrer dans les détails. Merci de rester avec nous. D'accord. Guy-Serge Pompilus, professeur, éducateur, formateur et défenseur de la cause des jeunes, j'aime le dire, est avec nous ce matin. Merci de rester avec nous. On sera de retour très vite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci d'être encore avec nous. Vous suivez la rubrique Le Point et ce matin, notre invité, Guy-Serge Pompilus, formateur et éducateur. On parle jeunesse, on parle d'insertion professionnelle avec un regard, comme je l'avais dit, sur la situation au Champ de Mars avec ces étudiants sans emploi haïtiens UEH qui occupent l'espace du Champ de Mars presque tous les jours. Guy-Serge Pompilus, on parlait justement de emploi, l'État et public. Donc, l'État ne peut pas être le seul employeur, et on le sait. Maintenant, si ces étudiants qui occupent le Champ de Mars avaient voulu utiliser un autre canal pour intégrer l'État, ce serait quoi la meilleure formule? Bon, alors le drame, c'est que là aussi, il y a eu des dérives. Et ces étudiants ont vu, durant ces dernières années, des gens entrer sur parrainage. Sénateurs, députés, etc. Donc, où le processus d'intégration prévu par les arrêtés de 2005 réglementant l'administration publique, qui dit que le concours est le seul mode d'intégration, ils ont vu des enseignants s'imposer, dans les mairies, des gens s'imposer. C'est-à-dire qu'il y a toujours un dossier d'arriérés de salaire de gens qui ont été employés ou qui ont une lettre, mais qui ne sont pas passés par les bonnes procédures. Donc, quelque part, le signal, c'est que si je force la porte, on sera obligé de me... Mais que prévoit la loi? La loi prévoit que des ministères, des entités de l'État qui ont besoin de quelqu'un voient l'OMRH, voient avec l'OMRH un dispositif de préparation d'un concours. Le concours est organisé avec les règlements du concours, avec des programmes, ce sur quoi on recrute, des termes de référence pour l'emploi, et on procède à l'intégration suivant cette ligne-là. Donc, il n'y a pas une faculté qui envoie directement ces étudiants finissants dans l'administration publique? Il y a eu malheureusement un précédent de l'école normale supérieure où des étudiants de l'école normale a eu un accord avec le ministère pour qu'ils fassent des stages et qu'à l'issue de ce stage, ils soient intégrés. Et ils ont forcé la porte, ils vont forcer la main au ministère. Et 2 promotions ont été intégrées de cette façon. Donc, quelque part, il y a un précédent qui dit qu'on pourrait peut-être forcer la main. Mais si nous devons revenir à une administration publique qui fonctionne suivant des normes, il faudrait qu'on puisse également reprendre cette idée de concours. Et croyez-moi, pour avoir participé au jury du dernier concours de l'OMRH, je vous dis qu'il y a moyen de faire un concours avec un jury indépendant qui garantit les résultats tels qu'ils sont donnés. Et nous ne manquons pas de talent. J'ai eu à interviewer, à avoir des copies de candidats de qualité. Donc, cette façon de faire est quand même une façon équitable, qui dit que je suis ton égal sur la feuille d'examen, je suis ton égal à l'entretien. Et là, on a recruté des étudiants qui n'avaient pas de parrain. Pas besoin de Il y en a, quand ils vous racontent leur histoire de vie, il n'y avait aucune chance qu'ils arrivent là. Souvent, ils venaient de l'école nationale, lycée, faculté de l'Université d'État d'Haïti et sont arrivés. Donc la seule façon de pouvoir faire ça, c'est l'égalité, donner à chacun sa chance à travers un concours. À travers des concours. Ça, c'est Maintenant, il y a une deuxième façon de faire. C'est également l'organisation de stages.
savez, souvent un premier emploi arrive après un stage satisfaisant. Ouais. Vous recevez ici à Métropole, vous recevez dans votre institution, votre organisme, vous recevez 4-5 jeunes et il y en a un qui montre des aptitudes. Est-ce qu'il y a un programme comme ça qui existe, Guy Serge? Écoute, on est là aussi, on est en train, il y a un projet piloté par le ministère des Finances qui s'appelle le projet PIGE et qui a ceci comme objectif. Donc de permettre à des jeunes diplômés d'avoir leur première expérience d'emploi dans une municipalité, dans une entreprise, etc. Donc dans le privé également? Dans le privé également. Donc c'est de dire, j'ai un stock de jeunes, qu'est-ce que vous avez à leur offrir? Et là encore, de matcher offre et demande. Parce que malheureusement, comme nous montrent beaucoup d'autres États, notamment en Europe et en France, les batailles pour l'emploi sont des batailles quasiment, je dirais, au quotidien, territoire par territoire. On ne peut pas globaliser en disant je vais employer 10 000 personnes. 10 000 personnes, ça se place territoire par territoire. Telle commune, telle section communale, telle entité. Par exemple, je rappelle toujours, lorsqu'on a lancé les travaux de Péligre et l'électrification Péligre, c'est à ce moment que la faculté des sciences a ouvert sa spécialité en génie mécanique, en génie électromécanique. Et pour fournir des personnes, pour fournir des ingénieurs capables d'intervenir sur le réseau électrique, aussi bien à l'EDH qu'à Péligre. Donc, voilà une décision sur l'électrification qui a donné naissance à quelque chose. Donc, je me dis qu'également, les différents chantiers lancés par l'État, le chantier énergétique, devraient permettre justement d'ouvrir une fenêtre sur les formations pour ces chantiers-là. Donc d'où la nécessité qu'il y ait de croissance, d'où la nécessité qu'il y ait des investissements pour pouvoir créer plus d'emplois. Exactement. C'est-à-dire que là aussi, c'est ce fameux adage qui dit que ce n'est pas la formation qui crée l'emploi, c'est la croissance qui crée l'emploi. Et c'est justement dans une économie en croissance qu'on peut avoir que le champ des emplois va s'élargir. Donc, la question est complexe. Donc, ce n'est pas le signal qu'on a eu, en fait. Enfant, va à l'école, travaille bien, aie ton diplôme et tu auras un emploi. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ça ne passe pas comme ça. Maintenant, on a parlé d'orientation tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que on dit souvent qu'on forme les jeunes Haïtiens pour avoir un emploi ou encore pour travailler avec un patron, mais on ne forme pas des entrepreneurs, des gens qui peuvent, après l'école, monter leur propre affaire et avancer. Alors, c'est l'une des autres. C'est ce qu'on appellerait l'insertion par la voie économique et l'entreprise. Mais je vais plus loin. Actuellement, les travaux dans ce domaine ont montré qu'effectivement, il existe ce qu'on appelle la compétence entrepreneuriale. Il existe une formation à l'esprit d'entreprendre. Mais que l'esprit d'entreprendre ne va pas seulement sur le secteur de l'entreprise. On peut également faire entreprendre dans le domaine social. L'esprit d'entreprendre, c'est également entreprendre sur soi. Et ça, je vous donne la garantie que cette compétence entrepreneuriale qui se décline en 15 domaines, l'école haïtienne n'y touche presque pas. Nous sommes concentrés sur le cognitif, nous sommes concentrés sur l'accumulation de connaissances. On étudie encore la chanson de Roland. Tout se joue sur de la créativité, sur de l'émotionnel, sur l'appréciation critique. Donc, un certain nombre d'éléments que l'école haïtienne ne prend pas en compte. Et même le programme du secondaire rénové veut introduire un enseignement sur les sciences économiques. Mais là aussi, on reste distant. L'enseignement sur les sciences économiques serait le moment idéal de faire une formation à l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, là aussi, quelque part. Donc, vous voyez, on regarde souvent le problème à l'arrivée. Or, c'est dans tout le long de la chaîne qu'il faut repenser les choses.
Nous avons une éducation encore tournée vers le 19e siècle. Nous ne sommes pas encore au 21e siècle. Parce que la mauvaise nouvelle sur le 21e siècle, c'est que 60% des emplois n'existent pas encore. 60% des métiers qu'il faudrait exercer n'existent pas encore. Donc je dois préparer des enfants à exercer un métier qui n'existe pas. Je prends une illustration. Il y a 20 ans de cela, vous auriez dit à quelqu'un, tu vas être webmaster, ou tu vas t'occuper des réseaux sociaux. Data. Ça ne voulait rien dire. C'est quoi ça? Voilà des métiers qui ont émergé. Or, ça va être le cas dans les 20 prochaines années, dans les 15 prochaines années. Ce sont des métiers qui n'existent pas, liés à l'intelligence artificielle, liés à la gestion de données, liés à l'environnement, liés au changement climatique. Donc, vous nous dites là, Guy Serge Pompilus, que cette pratique pour les parents d'autrefois, de dire à ses enfants, tu dois être ingénieur, médecin, sociologue, communicateur, il faut commencer à changer de discours. Il faut voir les choses autrement et pousser ses enfants vers des métiers techniques, manuels et plus pratiques. Non, c'est pousser vers la capacité d'apprendre à apprendre. D'une part, c'est d'abord ça. Je t'équipe d'une capacité d'apprendre à apprendre, de parler 4 ou 5 langues, de t'intéresser non seulement à ton village, à ta ville, à ton pays, mais également à l'environnement. Quelque part, vous savez, il y a une mauvaise... Hier, j'ai regardé à la télévision, je dis, il y a encore une mauvaise nouvelle qui va arriver pour les Haïtiens. C'est l'ouverture de l'économie cubaine. À chaque fois qu'un de nos voisins s'ouvre et se met en capacité d'accueillir des investissements, c'est une mauvaise nouvelle pour nous parce que, justement, il fut un temps, mon compétiteur, c'était celui qui habitait sur le quartier avec moi, celui qui était sur le même banc d'école que moi ou qui allait à l'école que je connaissais. Le compétiteur du jeune haïtien maintenant, il est mexicain, il est philippin, il est américain, il ne l'a jamais vu. Et c'est ce monsieur-là qui va lui prendre son emploi. Donc, il faut que lui soit prêt à rentrer en compétition avec ce monsieur-là. Donc, j'ai souvent entendu dire, il ne faut pas oublier qu'on est en Haïti, on fait l'enseignement pour Haïti. Non. Moi, de toute ma carrière d'enseignant, tous mes étudiants me l'ont dit. Je n'éduque pas un étudiant haïtien, j'éduque un étudiant comme on le ferait dans n'importe où de la planète. Voilà, donc là, et la technologie, par exemple, qui prend de l'ampleur, et bon, et s'il faut faire un chapeau à Jean-Marie Altema, par exemple, qui essaie d'éduquer les Haïtiens en matière de technologie, mais on sent que ça prend du temps. De plus en plus, on commence à voir qu'il y a des opportunités dans ce secteur, mais la formation ne suit pas. Et c'est là le problème de notre appareil de formation professionnelle. Là aussi, nous avons lourdement investi sur, je dirais, des mastodontes. La formation professionnelle coûte cher. Ah ouais. Ça, c'est le premier axiome qu'il faut garder en tête. Donc, je dois minimiser le temps de passage sur cette formation. Donc, je dois avoir une bonne formation générale et ensuite optimiser le temps. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, je dois être sensible à des demandes particulières. On parlait d'entrepreneuriat. En fait, on a beaucoup, sur le secteur informel, on a beaucoup d'entrepreneurs spontanés. Mais souvent, s'ils vont à un organisme de crédit, ils n'ont pas de comptabilité. C'est le petit cahier. Ils font ça sur le tas, c'est pas organisé. Donc, il faut être sensible à ça. C'est-à-dire l'idée de ce qu'un ami appelle du upgrade. Je peux avoir besoin de 10 heures de comptabilité pour améliorer ma productivité. Il faut que j'ai un endroit qui me donne ces 10 heures. Je peux avoir besoin de 6 mois aussi. Il faut que je trouve un endroit qui me donne 6 mois. Donc, il y a deux mots magiques. Ce sont des formations modulaires, courtes, souples, qui permettent des trajectoires à la demande. Adapté. Et ça, on ne sait pas encore le faire. Il y a, le privé a une petite idée de la chose, mais ce n'est pas systématisé. Et puis, quelque part, il faut bien quelqu'un près de l'ardoise. Car, encore une fois, la formation a un coût. Maintenant, nous avons des opportunités. Vous savez que le passage au numérique
va permettre éventuellement la présence de chaînes spécialisées, de stations spécialisées. Qu'est-ce qui empêche que la TNH ou que Télémétropole ait un canal éducatif? Et le modèle est très simple. Le cours peut être gratuit, mais la certification payante. Par exemple, on a sur Coursera, sur EDX, un certain nombre de MOOC, tous les cours sont ouverts. Maintenant, si vous voulez un certificat, c'est $49, c'est $79, et à ce moment, vous accédez à cela. Donc, on a déplacé le modèle entre un modèle où il faut payer pour la formation vers un modèle où je paye la certification. Insertion professionnelle, on en parle, et d'ailleurs, c'est le sujet qui nous concerne ce matin, qui nous intéresse ce matin. Maintenant, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Parce qu'on a une jeunesse qui, on dit, qui est délaissée. La jeunesse pense être négligée. La jeunesse demande son intégration, son implication. Maintenant, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits actuellement? Qu'est-ce qui nous manque, Guy Serge Pompilius? Je dirais à la fois tout et rien du tout. Non, c'est vrai. Les différents éléments sont là. Ils ne sont pas connectés. Il y a actuellement d'ailleurs cette commission présidentielle sur l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes qui travaille sur un certain nombre d'éléments, qui essaie de connecter le niveau municipal, le niveau communal, des jeunes mobilisés autour de cela, avec des niveaux un peu plus élevés, qui essaie de connecter ce qui se passe au ministère de l'Éducation nationale et ce qui se passe à la jeunesse et au sport, ce qui se passe aux affaires sociales. Donc, on crée une synergie. Il faut créer une synergie et il faut surtout que le secteur privé participe à la machine. Et participe à la machine pas sur de la bonne volonté. Encore une fois, nous sollicitons souvent les sentiments des gens. Or, le monde est organisé autour d'intérêts. Si mon entreprise travaille avec vous, mon entreprise a besoin d'avoir un dégrèvement fiscal, un financement. Par exemple, j'ai travaillé avec un groupe sur le montage d'une école professionnelle avec le secteur privé, le secteur religieux, et on voulait avoir un modèle par alternance où les élèves étudient et ensuite sont en immersion des entreprises. Mais à chaque fois que j'ai abordé une entreprise, qu'est-ce qu'elle m'a dit? J'ai dit, écoute, j'ai mes employés, je n'ai pas de maître de stage, je n'ai personne capable d'accompagner ces gens. Donc vous allez me donner une charge, qu'est-ce que je reçois? Bon, nous avons essayé de négocier en disant, écoutez, vous allez pouvoir justement recruter vos futurs cadres, etc. Ils disent, oui, mais en attendant, j'ai un coût d'accompagnement. Or, dans les pays qui ont mis en place l'alternance, c'est que l'État a dit, écoutez, si vous accueillez 10 jeunes, je vous donne tant par jeune. Si vous accueillez votre maître de stage, je le finance. Donc, il y a quand même un donnant-donnant. Donc, le rôle, et justement, c'est peut-être la sortie face aux gens du Champ de Mars, c'est que je peux négocier également avec des entreprises. Si vous prenez ce jeune-là en stage pendant 6 mois, je garantis la moitié de son salaire. Donc, voilà une porte de sortie. Et puis, encore une fois, je vous dis, ce pays est riche de sa richesse culturelle. Or, nous ne mettons pas en valeur cet aspect culturel. C'est clair. Nos peintres, nos plasticiens, notre patrimoine. L'autre jour, à l'occasion du Rara, je me suis rendu à Léogane et ce phénomène du Rara est beaucoup plus que ce qu'on voit. Je suis tombé notamment sur un phénomène où il y a des certificats de création du Rara. Et je suis tombé sur un certificat qui date de 1806. Donc, et justement, cette porte d'entrée, c'est une porte sur une organisation sociale. N'importe qui ne crée pas un Rara. C'est l'expression d'une communauté. Organisée. Elle est organisée. Or, quelle est notre connaissance de ceci? Peut-on, donc voilà un bassin à la fois de connaissances et d'emplois futurs. Avons-nous un musée? Avons-nous
organiser un lieu où on peut visiter, comprendre, regarder le phénomène. Et que ça puisse être transmis sur des générations. 50 emplois. Vous avez une base pour 50 emplois tout de suite. Une décision d'un musée du Rara ou d'un musée dans l'Artibonite, dans Aléogane, etc., ça fait une cinquantaine d'emplois tout de suite. On peut toujours vous dire qu'il y a un problème de budget. Ça aussi, ça existe. Maintenant, Guy Serge, il y a un problème que, notamment avec les réseaux sociaux, on voit que les gens se plaignent de cette situation. Si on parle d'insertion professionnelle des jeunes, on ne peut pas ne pas toucher ce point. C'est les entreprises qui demandent 5 ans d'expérience pour embaucher quelqu'un. Maintenant, les jeunes vous demandent ces 5 ans d'expérience, où est-ce que je vais les trouver si, pour démarrer, on me demande déjà 5 ans. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? C'est cette façon de rompre le cercle vicieux. C'est là que les stages prennent leur valeur. Mais c'est là également qu'il y a un autre rapport à la formation. Vous savez, j'avais travaillé avec l'université et je leur avais suggéré qu'avant même l'année de diplomation, il faudrait créer des cliniques pratiques. Vous savez, des métiers. Vous savez, quand on est infirmière, quand on est médecin, quand vous avez votre diplôme, quelque part, vous êtes passé par ces formations pratiques, par ces stages, internats, etc. Or, il y a plein d'autres métiers où c'est aussi dangereux de laisser un débutant s'occuper des gens et pour lequel nous n'avons pas mis en place ces dispositifs. Enseignants, avocats, etc. Donc, voilà des poches où on peut modifier la façon de former, où on crée au moins 25% de la formation se déroule en milieu hospitalier, en milieu éducatif, en milieu juridique. Donc voilà un premier élément où je crée de l'expérience. Deuxièmement, c'est autour de la notion de service social. C'est ça. Voilà souvent des gens qui ont étudié gratuitement ou avec très peu de frais sur le dos du petit producteur de la grandasse. Parce que tout comme la dette de l'indépendance a été payée par le paysan, nous continuons à faire vivre, à financer sur le dos de toujours ces producteurs. Et quel est le retour? Là encore, à part les médecins, quels sont ceux qui font un retour? Et ça aussi, ça va compter en années d'expérience. Et puis troisièmement, vous parliez d'entrepreneuriat, voilà également encourager les gens à se mettre ensemble. Parce que souvent, l'entrepreneuriat, ça suppose également, on voit l'entrepreneur comme quelqu'un tout seul qui se lance alors qu'il ne s'est pas mis avec des gens qui travaillent sur la même chose. Qui est le reflet de notre système informel. Dans une rue, j'ai 10 marchands qui vendent les mêmes petites tomates, les mêmes petits oignons, etc. Alors que si elles se mettaient ensemble, elles pourraient également avoir une autre approche de cela. Donc là aussi, le mot magique, c'est le mot réseautage. Donc, l'expérience, je vais l'acquérir à travers ma façon d'apprendre, à travers mes stages, mais également, vous savez, l'été s'en vient. Et souvent, on voit des gens désœuvrés. Or, là aussi, je peux me construire un CV à travers des jobs d'été. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas remarqué. Je parlais de cette réplique sociale du tremblement de terre. Oui, vous l'avez dit. Vous savez qu'il y a une étude qui est sortie en 2014 de certains Javier Herrera, Nathalie Brisson-Lamotte, etc. et qui ont fait une étude tout à fait paradoxale. Vous savez qu'en 2007 et 2012, le nombre de jeunes qui travaillent a augmenté. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que? Parce que ça a été fait au détriment des études. Okay. Ils ont diminué sur leur temps d'études pour pouvoir aider les familles. Justement, les familles ont dû renoncer à soutenir. Parce que éduquer, mettre à l'école, c'est renoncer à un revenu présent vers un revenu futur. Donc, des familles ont mis plus de jeunes, y compris des jeunes de moins de 15 ans, au travail pour pouvoir survivre. Donc,
là aussi, c'est un phénomène paradoxal. On demande du travail. Il y a des gens qui vont travailler dans des conditions difficiles, 200 gouttes par jour, 300 gouttes par jour, mais donc dans certains secteurs, l'expérience est prise. Là, vous parlez de l'expérience, justement. Il y a, je crois, cette proposition de loi qui vient d'être votée à la Chambre basse et où l'on accepte l'expérience. Et si vous évoluez dans ce domaine pendant un certain nombre de temps, on peut vous donner un certificat ou une licence. C'est la fameuse validation des acquis. Des acquis, justement. Qui est un dispositif plus que nécessaire. Il est plus que nécessaire et c'est une bonne nouvelle que ça a été voté à la Chambre basse. Vivement que ça le soit au Sénat bientôt. Et qu'on ait ce texte de loi. Parce que justement, ça permet de valoriser ces années d'expérience. Ça permet ce mécanicien qui connaît le moteur sur le bout des doigts, mais qui n'est pas passé par un centre de formation, quelque part, il va pouvoir. Mais également, ces gens qui ont appris sur le tas et qui vont pouvoir faire valider. Mais attention, la loi est plus que nécessaire, car on peut avoir des aventuriers qui vous disent qu'ils vont valider. La validation des acquis de l'expérience doit se faire suivant des règles bien particulières. Et je sais que le ministère de l'Éducation nationale a déjà préparé des documents, des règlements pour pouvoir le faire sur le secteur éducatif. Mais ça va prendre du temps. Ah, tout à fait. Tout à fait. Nos innovations, malheureusement, j'ai appris au cours de ma carrière que Haïti met en moyenne 15 ans à adopter des innovations. Et nous ne pouvons plus attendre. Justement, maintenant, on va terminer, Guy-Serge Pompilus, à travers, ou encore à partir de ce tableau que vous avez dressé. Est-ce que les jeunes peuvent espérer? Est-ce que les jeunes doivent rester là à attendre que l'État les intègre? Ou est-ce que les jeunes ont la nécessité de foncer? Là aussi, c'est l'expérience qu'on fait à la commission. Et quelque part, je ne peux pas laisser qu'on organise mon destin. J'ai besoin d'un coup de main, j'ai besoin d'un coup de pouce. Mais l'impulsion initiale, ce fameux esprit d'entreprendre, il doit venir de moi. Mais, et je disais à des jeunes à Léogane, derrière chaque problème que vous voyez, c'est quelque part une opportunité qui se dessine. C'est ça. Maintenant, il y a toujours ce fameux obstacle qui est l'obstacle du crédit, l'obstacle de l'accès à des ressources financières. Ça doit être travaillé également, à la fois par les autorités monétaires, les autorités politiques et le secteur privé. Parce que quand je vous donne du crédit, je prends un risque. C'est ça. Et c'est de l'argent. Une banque, ce n'est pas son argent, c'est l'argent des déposants. Des déposants. Donc, il faut quand même trouver une façon de mitiger. De diminuer les risques. De diminuer les risques et de permettre justement cette création de richesse. Guy-Serge Pompilus, ça a été un plaisir de vous avoir ce matin. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour moi. Merci aux téléspectateurs et aux auditeurs qui ont pris le temps de m'écouter. Mais comme vous voyez, c'est un sujet complexe. C'est ça. Qui demande qu'on continue à garder la parole dessus. Il ne faut pas effleurer. Et comme vous voyez, la réalité sociale nous interpelle et nous dit que nous ne pouvons pas laisser dormir les choses. Nous devons vraiment nous intéresser pour les mois, les années qui suivent à cette question cruciale. Il est professeur, formateur et éducateur. Il s'intéresse à la jeunesse. Il était avec nous ce matin. Il s'appelle Guy-Serge Pompilus. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi l'émission. On rappelle que le contexte était donc cette situation au Champ-de-Mars. On va continuer à garder un œil sur cette situation. Guy-Serge l'a dit, c'est un thermomètre. Ça dit que ça va mal. Donc les autorités doivent comprendre le signal, bien interpréter et agir. Excellente journée sur Métropole. Mon nom c'est Luc Nergao et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.